Le problème de ce qu'on appelle improprement la crise anglophone ou encore le sous-terme Cameroun, c'est simple, c'est parce que la crise, elle est exportée de l'étranger, elle est activée par l'étranger. Il ne faut pas nier, il y a des problèmes dans la partie anglophone du Cameroun, comme il y en a d'ailleurs dans tout le pays, mais ce n'est pas ça qui peut susciter une crise profonde qui débouche évidemment sur le terrorisme et la sécession. Derrière la crise du sous-terme Cameroun et derrière toute la déstabilisation du Cameroun lui-même, parce qu'on oublie que depuis la fin 2014 et le sommet USA-African Leader, on n'a pas arrêté de déstabiliser Yaoundé. Derrière tout ça, il y a un appareil occidental, essentiellement américain, spécialisé dans les changements de régime. C'est le même, il a été créé dans les années 80 par Ronald Reagan et Madeleine Albright. C'est le même qui a organisé les révolutions de couleur à partir de l'été 2000 en Yougoslavie, à Belgrade, et puis dans toutes les ex-républiques soviétiques, au Venezuela, qui vit encore aujourd'hui sa 5e révolution de couleur, à Hong Kong contre la Chine, etc. Les mêmes ont pris en main une version arabe des révolutions de couleur, c'est le soi-disant printemps arabe, et ensuite on est passé, à partir de ce sommet USA-African Leader, à cette grande opération de changement de régime qui concerne dès le départ plus de 15 pays africains, ce qu'on a improprement appelé le printemps africain. Ce n'est pas moi l'inventeur du terme, c'est un journal français proche des réseaux Soros, Libération, qui l'a appelé ainsi dès le départ. Derrière cet appareil, il y a des organismes spécialisés, financés sur le budget de l'État américain. On appelle cela les vitrines légales de la CIA, la NDI. La NDI qu'on connaît bien au Cameroun, puisque c'est un américano-camerounais, Christopher Fonumoy ou Fonumoy, qui la dirige. Il en est le directeur Afrique. Longtemps, à Washington, certains réseaux avaient même rêvé de lui comme candidat unique de l'opposition. Et ils oubliaient un détail, c'est que pour ça, il fallait vivre au Cameroun. Lui vit à Washington, c'est un haut fonctionnaire américain. Il y a ensuite cette galaxie d'ONG, de médias, qu'on appelle parfois les nouveaux médias africains. Ils sont liés, organisés et financés par le milliardaire américain George Soros. Il était à côté de Reagan et de Madeleine Albright dès les années 80 pour organiser cette galaxie. Il a 2 associés, 2 bras droits si on peut dire, le milliardaire britannique que l'on dit saoudien mais il a un passeport britannique, Mo Ibrahim, et l'ancienne présidente du Libéria qui a aussi présidé la commission de la CEDEAO, Ellen Johnson Sirleaf. Derrière tout ça, il y a, et c'est copié, ce n'est pas un hasard, sur le monde des services secrets parce que c'est le même univers, il y a des mouvements dormants, comme il y a des cellules terroristes dormantes. C'est la grande peur actuellement, par exemple, dans l'Union européenne, parce que dans les Balkans, au Kosovo et en Bosnie, il y a les cellules dormantes de Daesh et d'Al-Qaïda. Les services secrets ont des agents dormants. Et cet appareil de déstabilisation qui est piloté depuis le Congrès et le Sénat américain, pas depuis la Maison-Blanche, ça veut dire que quel que soit le président, l'opération de déstabilisation continue. C'est ce qu'on appelle des organes bipartisans. L'un de leurs chefs vient de mourir, c'était le sénateur républicain John McCain, qui a dirigé une partie de cet appareil, aussi bien sous George Bush II que sous Obama, et aujourd'hui, avant sa mort, sous Donald Trump. Derrière ces cellules dormantes, il y a toute une série de mouvements comme ceux-là, extrémistes, terroristes, radicaux ou sécessionnistes. Dans le cas, évidemment, du sous-terme Cameroun, la création du mouvement aux États-Unis, elle date de 1999. On l'a laissé dormir jusqu'au moment, en 2014-2015, où il a recommencé à devenir utile. Le but, c'est bien simple, c'est pas le sous-terme Cameroun, c'est déstabiliser tout le Cameroun et en particulier saboter les élections présidentielles de façon à dénier au prochain président camerounais, qui sera sans doute bien entendu Paul Biya, lui dénier toute légitimité démocratique. Rappelez-vous l'exemple de ce qui a été fait aux dernières législatives au Congo-Brazzaville. On a pris prétexte à Paris qui portait les valises du State Department américain, on a pris prétexte à Paris
que 8 arrondissements sur plus de 60 n'ont pas pu organiser les élections à cause du terrorisme précisément dans la région du Poul, pour dire que ces élections n'avaient pas de valeur, alors que le résultat n'aurait rien changé au résultat final des élections et à la majorité parlementaire Front Sassou Nguesso qui en était issue. Derrière tout cet appareil, il y a bien entendu les ONG, Amnesty International, Freedom House, Human Rights Watch, etc. Elles ont toutes une caractéristique. Elles sont à la fois liées à la NDI de Fonds du Mois et au réseau, à la galaxie de George Soros qui les finance, en particulier l'International Crisis Group, puisque Soros siège à son conseil d'administration et le véritable patron est un de ses fils, Alexander Soros. Derrière la déstabilisation du Southern Cameroun, qui, je le répète, est un prétexte, il y a aussi des États anglo-saxons, les USA, le Canada. Il y a aussi, malheureusement, des dirigeants de l'ANC, comme les époux Zuma en Afrique du Sud. Le mouvement sécessionniste camerounais a ses locaux dans le même building que l'ANC, d'ailleurs, où est son siège central. Ça indique tout de la proximité entre ces gens. Ces gens servent l'impérialisme anglo-saxon. Ils veulent un bloc culturel anglophone puissant en Afrique qui fasse la loi. À partir de ce moment-là, on comprend pourquoi les choses ne s'arrêtent pas, pourquoi l'incendie continue à brûler, en ajoutant quand même quelque chose, c'est que parmi ceux qui ont allumé l'incendie, il y en a qui prétendraient aujourd'hui jouer aux pompiers, les États-Unis par exemple. On sait que le mouvement sécessionniste a une centrale coordinatrice, la SCACUF, la Southern Cameroon Ambassador Consortium United Front, qui a à la fois organisé le financement des grèves corporatistes des professeurs et des avocats, et qui finance actuellement le mouvement terroriste. Le SCACUF a des liens directs avec des membres du Congrès des États-Unis qui sont notamment des dirigeants de sa commission des affaires étrangères et de sa commission des droits de l'homme. Elle a des liens avec des parlements d'États américains comme l'État de New York. Elle a des liens directs à la Maison-Blanche, puisque le principal soutien des anglophones et de l'ambassadrie, c'est Nikki Haley, l'ambassadrice de Trump au Conseil de sécurité des Nations Unies et sa super ambassadrice en Afrique. Mais derrière tout ça, si cela ne suffisait pas pour que le Cameroun ne connaisse pas la paix, ne s'apaise pas, il y a évidemment des gens qui jettent de l'huile sur le feu. Ce sont des escrocs. Ils le font non pas parce qu'ils veulent aider la sécession, ils s'en moquent, ils veulent faire des escroqueries, de l'argent. Nous avions en juin longuement débattu, et des journaux camerounais comme Cameroun Invest ou Ecofin avaient fait de longs rapports sur une firme qui s'appelait à l'époque Kilimanjaro, canadienne. Depuis, on sait qu'elle a changé de nom. Elle s'appelle Number One Technologies Incorporated. Pourquoi a-t-elle changé? Parce qu'on s'est aperçu qu'elle portait le même nom qu'une firme dans le domaine du pétrole aux États-Unis. Cette firme-là étant une firme normale, active dans le business. Que fait Kilimanjaro ou Number One Technology INC? Que font ces dirigeants qui ne sont pas du tout camerounais? Il y a un Pakistanais et il y a un Israélien, ce sont eux qui les dirigent, l'avocat Lévy. Eh bien, que font ces gens? Ils organisent le soutien des mouvements sécessionnistes, déclarent des gouvernements autonomes. C'est ce qui s'est passé en 2012 au Southern Cameroun, puisqu'ils ont présenté un gouvernement autonomiste du Southern Cameroun, et ils vendent purement et simplement des acquis, c'est-à-dire des actions de leur société, dans des projets pétroliers, miniers, etc., liés à ces États, dont ils disent que lorsqu'ils auront accédé à l'indépendance, ils seront évidemment les meilleurs amis du nouveau pouvoir. Ils ont ainsi vendu les droits sur 40 000 km² du sous-sol camerounais au Southern Cameroun et dans la péninsule de Bakassi. Ils font le même sale travail au Biafra, ils font le même sale travail dans l'enclave de Cabinda, qui a aussi déclaré son autonomie de Luanda. C'est une enclave pétrolière qui pose problème à l'Angola depuis la décolonisation,
qui à la décolonisation s'est trouvée jointe à l'Angola précisément, et qui est très riche en pétrole, et qui n'a pas de continuité territoriale, puisqu'elle est enclavée dans le Congo lui-même. Il y a d'autres mouvements qui sont soutenus par ces escrocs, il faut bien le dire, notamment en Somalie ou au Kenya. Leur but donc, ils vendent des actifs à bas prix, mais il faut quand même de l'argent. On sait que les actifs sur la péninsule de Bakassi ont déjà rapporté plus de 40 000 $. On sait qu'ils essayent de vendre pour $1,5 million d'actifs. Les actifs, ils reposent évidemment sur du vide. Ce sont des escrocs. Vous me posiez, pour terminer, ça sera ma chute, la question du rôle des ONG. Les ONG, soit sont partie prenante, évidemment, dans la soi-disant crise anglophone, mais aussi, il y a quand même quelque chose qu'il faut savoir, une ONG de la galaxie Soros, elle s'appelle Global Witness. Global Witness a dénoncé précisément Kilimandjaro comme un mouvement d'escrocs. Soros ne veut pas évidemment que l'on joue dans le précaré de ce qu'il considère être ses affaires. Il vise, lui, les mines de bauxite du Cameroun. Il est à la tête d'un empire minier en Amérique latine et en Afrique et d'une fortune, tenez-vous bien, de 34 milliards de $.